Et voici le sommaire de la Total dimanche. Actualité oblige, nous parlerons des inondations en tout début de magazine. Le chargé de stratégie de prospective à ENDA, Cherguey, sera en ligne. Il est l'auteur d'un rapport sur le sujet, notamment sur les fonds investis pour y faire face. Statut du chef de l'opposition, un vieux dossier sur la table du chef de l'État. Un sujet toujours débattu mais jamais tranché par la classe politique sénégalaise. Le sera-t-il cette fois-ci? Nous recevrons le directeur de publication du journal LAS, Amadou Ba. Coin écho, des interrogations sur le transfert d'argent au Sénégal, un business très dynamique, mais sa contribution réelle à la croissance économique du pays soulève des questions. Notre dossier sera suivi de l'entretien entre Mamadou Ndiaye et l'ingénieur financier Daouda Dem, spécialiste de FinTech. Suite de notre série de reportages sur les ethnies sénégalaises, aujourd'hui les Mandjaks, signe particulier très travailleurs, une richesse culturelle également enviable. La rubrique Le diplomate s'intéresse à l'actualité politique ivoirienne. En direct de Paris, Jean Bonin-Kouadio, porte-parole du candidat du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. Ailleurs, c'est la Guinée qui va nous accueillir ce soir. À Conakry, la candidature pour un troisième mandat du président Alpha Condé fait aussi grand débat. Le célèbre rappeur Akon est l'homme de la semaine. Tranche de vie nous en dira davantage sur l'initiateur de la ville futuriste qui porte son nom et qui sera construite à Mbodiène sur la Petite Côte. Nous bouclerons cette Total dimanche en vous emmenant dans l'univers des animaux. La grenouille, l'animal qui prédit la météo selon une certaine croyance populaire. Ça tombe à pic en cette période de forte pluie. Bienvenue. L'actualité toute chaude pour ouvrir ce magazine Total dimanche. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Mamoudou Ibra, bonsoir à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Très bien. Monsieur le ministre, vous êtes en visite de terrain pour constater ces inondations qui sont constatées dans le pays. Oui, on est en train de faire mouvement avec le ministre de l'Intérieur pour lancer un dispositif qui a été mis en place cet après-midi par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Office national d'assainissement, dispositif qui vise à renforcer le système de pompage de Keur Massar vers le lac de Mbao. Oui, et le plan Orsec a été déclenché. Cela veut dire quoi concrètement, monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam? Bon, le plan Orsec, comme son nom l'indique, c'est un plan d'organisation des secours. C'est un plan aussi de riposte par rapport à la protection civile qui permet une synergie plus opérationnelle entre tous les services de l'État qui sont impliqués quand il y a une catastrophe. Le plan Orsec est déclenché quand on pense qu'on est dans une situation de crise ou de catastrophe, dans des situations exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle le président a demandé qu'on déclenche le plan Orsec. Nous avons eu une réunion à 12 heures au ministère de l'Intérieur de tous les acteurs qui sont impliqués dans le plan Orsec. Réunion au cours de laquelle nous avons reçu les rapports des 14 gouverneurs de région qui ont indiqué point par point quels sont les points où il y a des difficultés, quels sont les points qui sont sous contrôle, quels sont les points où avec les moyens internes au niveau de la région qu'on peut maîtriser et quels sont les points pour lesquels il faut une dotation complémentaire en équipement, en matériel et en hommes. Après avoir tenu la réunion avec le ministre de l'Intérieur, nous avons laissé les techniciens pour faire l'évaluation globale des moyens dont on a besoin, qui seront exposés donc pour la mobilisation des moyens. Mais d'ores et déjà... Et justement, peut-on avoir une idée du montant des moyens qui seront... Les experts viennent tout juste de terminer la réunion. Oui. Nous, on est sur le terrain. Ils ne nous ont pas encore donné les chiffres, mais je pense que quand on va finir la visite de Keur Massar, peut-être en ce moment-là, on aura les chiffres qui sont dégagés. Mais je voudrais dire, on n'a pas attendu le plan Orsec. Par exemple, au cours de cette réunion, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a expliqué qu'il y avait 185 motopompes et électropompes qui étaient déjà opérationnelles depuis la saison des pluies, mais qu'il faut renforcer parce que la quantité d'eau demande qu'on renforce
le cubage d'évacuation, et c'est ça qui est en train d'être fait avec ces moyens supplémentaires. Mais justement, Monsieur le ministre, la question que les Sénégalais se posent depuis ces inondations, en tout cas d'hier, c'est que où sont passés les 750 milliards qui auraient été investis pour lutter contre les inondations? Les 750 milliards, le président de la République a demandé un rapport. Ce rapport est en train d'être élaboré. Lorsque le rapport sera élaboré, les gens verront de façon... On sera transparent, on indiquera rubrique par rubrique comment ça a été dépensé. Et cela a été dépensé, 750 milliards ont été dépensés? Oui, c'est le plan décennal de lutte contre les inondations était de plus de 1000 milliards à peu près. Je veux dire, par exemple, les constructions qui ont été faites à Taouffer, les logements là, c'est pas quelque chose qu'on imagine. Je ne dis pas que ça prend les 757 milliards, mais ça fait partie de ce plan décennal. Les gens peuvent constater que c'est du réel qui a été fait. Quand il y a des bassins qui ont été faits dans des localités, les gens peuvent constater que c'est du réel. Oui, donc, mais le résultat est quand même là. Voilà. Le résultat est là, oui, des villes qui sont totalement trempées. Voilà, mais je voudrais indiquer que dans tout pays du monde, lorsqu'on programme des infrastructures qui doivent, des infrastructures d'assainissement, des infrastructures d'hydraulique, des infrastructures de transport, on les dimensionne selon des besoins du moment et selon ici au Sénégal, par exemple, les infrastructures d'assainissement, de lutte contre les inondations, on les programme sur ce qu'on appelle la pluie décennale, la plus forte observée au cours d'une décennie. Oui. Donc, si vous avez maintenant une pluie qui dépasse cette décennale-là, ce qu'on appelle une décennale, à ce moment-là, vous avez des difficultés. Et donc, il y a des pays qui ont des moyens, oui, qui programment selon une centennale. C'est la situation qui vient de se produire. Voilà. Est-ce que c'est la situation qui vient de se produire avec je vous donne seulement l'exemple de Thiès. Oui. À Thiès, l'année dernière, la saison des pluies 2019, entre le début de la saison des pluies et le 31 août, on avait en tout 120 mm d'eau qui était tombée à Thiès. Ça veut dire sur 3 mois, c'était 120 mm d'eau. Rien que la journée d'hier, j'ai les dernières statistiques de Thiès qui ont été données au cours de la réunion par l'ANACIM. C'est 126 plus précisément, 126,9 mm d'eau. Tout le monde peut comprendre qu'une quantité d'eau étalée sur 3 mois, si cette quantité, vous la recevez sur quelques heures, les ouvrages qui étaient dimensionnés ne peuvent pas les supporter. Ouais, je peux citer l'exemple de Sokone, où hier à 18h, on était à 205 mm. Ouais. Les derniers chiffres disponibles après l'arrêt de la pluie hier, c'est 216 mm. 216 mm, c'est la quantité d'eau qu'une localité reçoit quelquefois pendant tout l'hivernage, que vous recevez pendant quelques heures. Aucun ouvrage d'assainissement ne peut supporter ça. Il faut un délai d'écoulement d'eau. On a compris, Monsieur le ministre, mais la dernière question. Les gouverneurs ont fait leur rapport, 14 régions, les 14 régions du Sénégal. Quelle est la situation? Est-ce qu'on peut dire que c'est tout le territoire qui est aujourd'hui inondé ou une idée? Non, c'est pas tout le territoire. Parce que même au sein des régions, c'est pas tous les départements ou toutes les localités qui sont inondées. Les zones difficiles que nous avons, là, la région où on a reçu la plus grande quantité de pluie qui dépasse, ou plusieurs localités dépassent les 100 mm pendant quelques heures, c'est la région de Fatick. Et puis il y a la région de Thiès, il y a la région de Kaolack, il y a aussi la région de Kaffrine et la région de Dakar, qui sont les régions les plus problématiques. Au niveau de la région sud aussi, nous avons reçu, mais au niveau de Ziguinchor, il y avait déjà un dispositif qui a été mis en place. Maintenant, dans les autres régions, nous avons des poches quelquefois qui sont des zones problématiques. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Je voudrais en profiter, voudrais profiter parce que ce qui est le plus important, c'est de dire aux populations qu'on est conscient des difficultés dans lesquelles les gens sont. Je veux que l'administration, tout l'État est mobilisé jour et nuit. Ce sont des gens qui sont dans les stations, qui pompent jour et nuit pour les aider. Donc, nous leur envoyons un message de solidarité, de réconfort et nous ferons face à cette situation-là, qui est une situation de crise, qui résulte de pluie exceptionnelle, qui n'a pas épargné aussi toute la zone du Sahel.
Merci Serigne Mbaye Thiam, ministre Merci beaucoup. de l'hydraulique et de l'assainissement. Nous devons avoir en ligne également en direct dans ce magazine d'information La Totale Dimanche, actualité oblige, comme je le disais tout à l'heure. Nous parlons des inondations et c'est l'expert en développement Cheikh Gueye qui est aussi le chargé des questions de stratégie, de prospective à ENDA, qui devrait être en ligne. Cheikh Gueye, vous êtes bien en ligne pour nous parler des inondations. Je rappelle qu'il a fait un rapport sur ce phénomène. Cheikh Gueye est en ligne. Bonsoir, Cheikh Gueye. Non, pas encore, Cheikh Gueye. Bon, on passe à un autre sujet. Le débat sur le chef de l'opposition au Sénégal refait surface. Le sujet est au cœur des discussions au sein de la commission politique du dialogue national. Chef de l'opposition, un vieux serpent de mer. C'est un dossier de Awa Diop avec Augustin Mandan. Qui est le chef de l'opposition sénégalaise? Cette question à mille inconnus est aujourd'hui encore sans réponse. Du côté du pouvoir, l'on estime que ce principe du statut de l'opposition et de son chef inscrit dans la Constitution est un idéal bel et bien possible à atteindre. Je ne crois pas que ça soit une sorte d'utopie, d'autant plus que nous avons matérialisé par le référendum ce que Wade avait proposé comme pour qu'il y ait un chef de l'opposition au Sénégal. Nous l'avons matérialisé par le référendum de 2016 que les Sénégalais ont plébiscité. Donc ça ne peut pas être une utopie. Le maire de Dalifort et pro-Khalifa Sall, lui, voit dans tout cela une manière de diviser les membres de l'opposition. Que ça n'aboutisse pas, c'est ce qui arrange l'opposition. Je crois que c'est un élément qu'on a amené pour diviser davantage l'opposition. Ça n'a aucun intérêt. Les partis ici sont dirigés par une personne, un fondateur. C'est cette personne-là qui met les moyens et tout. Il ne peut pas diriger l'opposition, enfin parler au nom de l'opposition comme il parle au nom de son parti. Donc je vois bien, enfin moi ce que je vois, c'est que quand ça va commencer, l'opposition, le reste de l'opposition se regroupera quelque part et le laisser de l'autre côté. Mais l'opposition sénégalaise, aujourd'hui encore plus divisée que jamais, a tout intérêt à se rationaliser, argue le républicain. Elle est consacrée par l'article 58 de la Constitution dans ses alinéas 2 et 3. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui matérialise ça par un décret d'application. Donc vous comprenez, dans l'opposition, il y a certains enjeux que personne ne veut que l'autre soit devant. Alors c'est ça le problème de l'opposition, mais c'est pas nous, on ne veut que faire appliquer ce qui est dans la Constitution. Pour l'opposant, le débat est biaisé dès le départ en focalisant les esprits sur de prétendus privilèges du chef de l'opposition, alors que la Constitution parle bien de statut de l'opposition, de droits et devoirs de celle-ci. L'urgence de l'opposition, c'est pas ça. C'est la rationalisation des partis politiques. C'est la cohésion. Mais que l'opposition soit là à se battre pour le statut de chef de l'opposition, je crois qu'ils sont tombés dans le piège de Macky, c'est pour les divertir. Moi, je ne parle même pas de privilège, je parle de statut. On ne peut pas dire chef de l'opposition dans des structures qui n'ont rien à voir ensemble. L'opposition est très très diverse quand même. Donc quand vous dites cela, chef de l'opposition, parce qu'il a un statut, parce qu'il a eu un certain nombre de voix. Je dis que M. Abdoulaye Wade a été chef de l'opposition aussi de façon pas formelle. Tout le monde savait que c'était lui. On l'appelait, le président Senghor le consultait, le président Abdou Diouf le consultait, parce qu'on savait que c'était lui. Mais aujourd'hui, on n'est même pas d'accord sur le profil. Il va représenter qui? L'article 58 de la Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du gouvernement le droit de s'opposer. La Constitution garantit à l'opposition également un statut qui lui permet de s'acquitter de ses missions. La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du chef de l'opposition. Mais la matérialisation de ce statut est toujours objet de controverses dans l'espace politique sénégalais. Amadou Ba, bonsoir. Mamadou. Vous êtes un observateur de la vie politique sénégalaise en tant que journaliste, mais Absolument. aussi directeur de publication du quotidien LAS. Absolument. Chef de l'opposition, un sujet toujours débattu et jamais tranché. Pourquoi? J'ai l'impression que, justement, de manière générale, sur toutes les questions liées au processus électoral, on peut en dire autant, que ce soit sur le fichier électoral,
le processus électoral de manière générale, le choix d'une personnalité indépendante pour diriger, pour gérer les élections. Je pense que c'est autant de questions qui manquent un peu qui expliquent un peu le manque de rigueur de la classe politique sénégalaise de manière générale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cela soit toujours un débat qui revient. Moi, depuis que je commence à suivre l'actualité politique, c'est Clarté Naler, c'est le FRTE, c'est toujours des questions électorales. Et il n'y a jamais une réponse claire sur ces questions-là. Pour revenir au statut proprement parlé, je pense du chef de l'opposition et aussi du statut. L'opposition. Parce que sur le chef de l'opposition, je pense que l'opposition elle-même ne s'est pas entendue. Ils ont demandé au président de la République de trancher. Donc vous voyez, on est en train de tourner en rond. Dès lors que la Constitution prévoit cela, je pense que le président de la République avait les prérogatives de désigner selon sa perception. Parce qu'aujourd'hui, on sait que logiquement, nous sommes dans un régime présidentiel et le président, le leader de l'opposition, le chef de l'opposition doit être logiquement issu d'une élection présidentielle. Oui, mais cela est contesté aussi par évidemment, autre partie de la classe politique. De toutes les façons, en démocratie, ce n'est pas la loi de l'unanimité, c'est la loi de la majorité. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont contester, mais il y a déjà des gens qui ont été élus pour prendre des décisions. Et puisque la loi suprême l'a consacrée, après, il ne reste plus qu'à la mettre en application. Et comment je pense que déjà, cela montre qu'on est en train de tourner en rond. Au moment où l'on parle, il y a eu dialogue. On est au bout du dialogue, mais jusque-là, il n'y a pas encore eu d'entente. Donc ça veut dire que la patate a toujours été envoyée au président de la République. Il lui revient et il lui incombe en tant que chef suprême de décider. Un président de la République qui n'a jamais voulu trancher aussi. On sait que le problème s'était posé à l'époque quand Maître Abdoulaye Wade était président de la République et il n'avait pas voulu trancher entre Moustapha Niasse et Feu Ousmane Tanner Dieng. Aujourd'hui, vous pensez que le président Macky Sall ira dans le sens vraiment de décider clairement qui sera chef de l'opposition? Je pense que s'il ne le fait pas, il aura raté le coche. Ah oui? Je pense qu'il va être obligé cette fois-ci, dès lors qu'il a initié des négociations et que les négociations ont achoppé sur la question. Il est vrai qu'il y a une proposition qui a été faite par la majorité qui consiste à ce qu'il y ait une commission cellulaire, une commission pluridisciplinaire composée de techniciens, mais également de politiques, pour réfléchir de fond en comble sur le statut de l'opposition. Ça, c'est sur le statut de l'opposition. Mais sur le choix des chefs de l'opposition, c'est déjà tranché. L'opposition elle-même ne s'est pas entendue. J'ai appris que la veille de la dernière rencontre de la commission cellulaire, il y avait eu un statut qui a été proposé, circularisé au sein du FRT, au sein des membres de l'opposition, mais qui a été torpillé à la dernière minute parce qu'il leur revenait de présenter le document devant l'Assemblée, devant la commission politique. Oui. Malheureusement, à l'arrivée, ils ont constaté leur division et ils ont demandé à la majorité maintenant de proposer une commission technique. Que disait cette circulaire? Bon, d'après des échos qu'on en a eu, c'est que la circulaire prenait pratiquement position en faveur d'Idrissa Seck. Idrissa Seck arrivé deuxième à la dernière présidentielle. Oui. D'ailleurs, il y avait une bonne partie, je pense qu'il y a eu quelques jours, il y avait eu un débat entre Ousmane Sonko et une partie de Rewmi, où les gens de Sonko avaient déploré l'attitude des Rewmistes qui avaient peut-être laissé suinter certaines informations, et l'opposition, Sonko et compagnie avaient effectivement indiqué qu'il n'y avait pas une position déclinée, il n'y avait pas eu de vote pour voir qui avait voté pour ou qui n'avait pas voté pour. Mais il se trouve que les informations que les gens avaient eues faisaient état de 3 leaders avec Sonko qui était pour le choix de l'opposant, que le chef de l'opposition soit issu de la majorité parlementaire, avec effet non rétroactif. Oui. Cela veut dire que il faudra attendre des élections pour pouvoir désigner le leader. Donc on revient au statu quo ante. Ouais. Et le choix de l'opposition, l'autre classe, c'est-à-dire les plus grands leaders tels que les Malick Gakou, les Pape Diop et autres, avaient estimé que le leader devrait être Idrissa Seck de fait et qu'on ne devrait pas attendre d'organiser d'autres élections. Vous voyez? Donc à leur niveau, il y a aussi 6 autres leaders qui avaient pris position en disant qu'ils n'ont pas d'avis. Oui. Or, dire qu'on n'a pas d'avis, ça veut dire qu'on refile la patate chaude au président de la République. Oui, dans l'opposition, dans l'opposition elle-même. Dans l'opposition, il y a aussi un parti qui se nomme le PDS, de Maître Abdoulaye Wade, qui pense que
s'il devait y avoir un chef de l'opposition, il devait être issu des rangs du parti de l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais justement, c'est la même position. De cette, c'est la position d'Ousmane Sonko, oui. avec simplement l'alinéa effet non rétroactif. Mais bon, ça montre également la division de l'opposition. Je pense qu'il y a Idrissa Diallo qui l'a suggéré tantôt dans son... Ça montre que dans l'opposition même, il n'y a pas une position unanime, il n'y a pas cette homogénéité à laquelle on s'attendait. Et donc, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Ça manque, c'est pourquoi j'ai parlé au début de manque de rigueur de la classe politique sénégalaise de manière générale. Parce que quand même, c'est une question qui devrait être vidée depuis le début et qui n'avait même pas sa raison d'être et que l'on s'attarde là-dessus alors qu'il y a des questions essentielles qui sont là. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à poser la question, où est-ce qu'on en est avec le dialogue national de manière générale ? On ne parle que du dialogue politique alors qu'il y a énormément de questions qui ont été posées sur la table. On avait parlé de sécurité, on avait parlé de bonne gouvernance, mais personne n'en parle. Aujourd'hui, on a l'impression que le comité national de pilotage, dirigé par l'autre, Famara Ibrahima Sagna, n'a été qu'un prétexte. Et qu'en réalité, tout tourne autour de la politique. La politique, mais avec des divisions. Avec énormément. Oui, c'est-à-dire qu'on n'évolue pas, on n'avance pas, on tourne en rond. Oui. Et c'est ça qui est déplorable. Et surtout, le contexte ne se prête même pas à ces débats politiciens autour de statut de l'opposition. Et surtout qu'on a l'impression que les gens, apparemment, ce qui bloque les discussions, c'est au-delà du statut de l'opposition, ce sont les avantages liés au statut, liés au... Oui, c'était ma question. Il y a ces avantages dont tout le monde parle, même si on ne peut pas encore dire qu'il s'agit de ceci ou de cela. Un montant a circulé, il faut le dire, 2 milliards qui auraient été prévus pour ce chef de l'opposition. Vous pensez que l'enjeu financier, en réalité, aiguise un peu les appétits? Je le pense sincèrement. Je pense que c'est l'enjeu financier qui aiguise et c'est évidemment cet enjeu financier qui amène le président de la République à être réticent. Parce que 2 milliards, c'est quand même un trésor de guerre. Filer 2 milliards à son adversaire politique, dont on est sûr que la prochaine élection sera votre challenger direct, il faudrait bien y réfléchir. C'est lui donner les moyens de vous abattre. De vous abattre. Ouais. Donc je pense que c'est tout à fait normal, mais bon, pour être plus sérieux, je pense que le président de la République devrait quand même réfléchir au-delà des élections. Pensez plutôt au Sénégal, parce qu'on ne peut pas être une vitrine de la démocratie et se mettre là à discuter de détails. Alors qu'on devrait quand même dépasser ces questions-là, à l'image de tous ceux qui sont autour de nous. Quand même, je pense qu'on a suffisamment prouvé qu'on est une grande démocratie et qu'on ne devrait pas se mettre là à discuter de détails qui véritablement n'impactent nullement le citoyen sénégalais. Quel est l'intérêt d'avoir un chef de l'opposition? C'est ma dernière question. Bon, j'avoue que peut-être du point de vue parce que la démocratie a ses atours. Peut-être que ça permettrait au moins à l'opinion internationale et à tout le monde de se dire que le Sénégal a de donner une image de la démocratie. Mais dans les faits, on n'en a pas besoin. En réalité, que l'on soit leader, de toutes les façons, ce sont les populations qui vont consacrer ça. Et elles ont eu l'occasion de le consacrer à des élections, à toutes les élections, qu'elles soient législatives, présidentielles ou locales. Mais juste, j'ai l'impression que parfois, on aime animer les débats politiciens, mais j'avoue que je ne pense pas que cela soit aujourd'hui un sujet qui nécessitait autant d'énergie, autant de temps pour le Sénégal. Merci Amadou Ba, directeur de publication du quotidien L'As, qui était sur ce plateau pour nous parler du statut de l'opposition, mais aussi du statut du chef de l'opposition, un vieux serpent de mer au Sénégal. Merci. L'économie dans ce magazine La Totale, le transfert d'argent est le sujet de ce soir. Un marché très florissant au Sénégal. Le money transfer est considéré comme le paiement d'un revenu qui ne correspond pas à des services économiques effectivement rendus par les bénéficiaires et ne sont pas la contrepartie d'une prestation productive. Dès lors se pose la question de savoir si le transfert d'argent contribue à la croissance économique du pays. Sinon, comment rationaliser ces flux financiers non négligeables pour favoriser les investissements? La réponse avec Oumou Kalsoumba.
Les politiques de transfert sont-elles favorables à la croissance des économies? Plusieurs faits nous amènent à nous interroger sur l'impact de ces transferts sans contrepartie. L'économiste et formateur Ibrahima Ndiaye, avant de répondre à notre question, nous explique qu'est-ce que l'économie des transferts. En fait, l'économie de transfert, comme vous l'avez dit, je pense comme on le définit, c'est lorsque, par exemple, la structure d'un pays dépend des transferts de capitaux venant de l'étranger. Donc, lorsque la structure économique d'un pays dépend de l'afflux, c'est-à-dire des capitaux qui nous viennent de l'extérieur, qui nous sont envoyés soit par les immigrés ou bien soit par les agents qui résident là-bas, on va parler dans de telles situations de structure ou bien du structure économique d'un pays comme étant considéré une structure d'économie de transfert. Alors, est-ce que les politiques de transfert sont-elles facteurs de croissance? Cette question concerne le Sénégal. Pour le cas du Sénégal est un pays très particulier. Dans la mesure où, pourquoi on parle? Parce que les derniers recensements, que ce soit de 2013 ou autres, si vous lisez ce qu'on appelle le rapport de la situation économique du Sénégal, le dernier rapport, que ce soit de 2016 ou de 2008, ça montre que beaucoup de Sénégalais sont à l'étranger, des centaines de mille même qui sont à l'étranger, et que ces centaines de mille-là font beaucoup de transferts en capitaux qui sont estimés dans les dernières estimations de l'ANSD à quasiment 1000 milliards. Parce que 1000 milliards, comme j'ai tendance à le dire, c'est quasiment le quart du budget du Sénégal. 1000 milliards, c'est plus quasiment de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Une bonne maîtrise des flux de capitaux contribue à la bonne santé économique d'une nation. Donc on envoie beaucoup d'argent, mais cet argent qu'on envoie là, c'est pour faire quoi? Pour assurer la dépense quotidienne. Ce n'est pas pour faire des investissements, c'est pour peut-être des équipements, c'est pour tout simplement le manger. Et lorsque de telles choses arrivent, il n'y a pas de valeur ajoutée en tant que telle, parce que la consommation, vous consommez et c'est fini. Donc, ce qui signifie quoi? Il y a une grande responsabilité de l'État qui doit les encadrer, parce que c'est l'investissement qui crée de la valeur ajoutée, qui crée de la croissance et qui crée le développement en tant que tel. Les perspectives, c'est de les accompagner davantage, parce que les transferts en capitaux là dépassent même ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Si on les encadre, on n'aurait même pas besoin de faire appel à certains investisseurs pour nous faire certains travaux et autres. Plombés par la crise économique induite par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement, les envois de fonds des migrants dans le monde devraient chuter de 20% en 2020. Ce déclin attendu, le plus brusque de l'histoire récente, et a imputé largement à un fléchissement des salaires et de l'emploi des travailleurs migrants, souvent particulièrement exposés aux pertes de revenus et d'emplois en cas de crise mondiale dans les pays d'accueil. Les remises migratoires vers les pays à revenus faibles et intermédiaires devraient chuter de 19,7% à 445 milliards de dollars, des chiffres avancés par la Banque mondiale, avec à la clé la disparition d'une planche de salut financière vitale pour de nombreux ménages vulnérables. Et le coin éco de la Total du dimanche 6 septembre 2020 reçoit Daouda Dem, ingénieur financier et spécialiste de FinTech. De toutes les trouvailles de la présente décennie, sans doute le transfert monétaire figure au rang des avancées majeures. C'est le sujet ce soir. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Monsieur Dem, bonsoir. Bonsoir Mamadou. C'est parti pour votre entretien. Voilà, je rappelle aussi que M. Dem est un écrivain et il a produit déjà un ouvrage assez intéressant, mais les technologies vont faire le reste. M. Dem, c'est vrai que le monde a un nouveau visage avec les transferts monétaires. La crise sanitaire est venue sans doute peut-être interrompre un peu un très beau processus, disons, d'échange à l'échelle mondiale. Quelle peut être la réponse des technologies pour au moins sauver ce qui est sauvable du point de vue justement des échanges, mais en même temps aussi permettre aux populations de recevoir toujours de l'argent de parents, fils, neveux ou lointains cousins qui se trouvent à l'extérieur? Merci M. Ndiaye. Je crois qu'il y a deux lectures déjà. Il y a la Covid qui vient à son heure pour la technologie. Je dis souvent que le virus est venu parfois, on peut dire qu'il est venu pour certains. Et ça fait leurs affaires, c'est comme la technologie, c'est comme le numérique et le digital. Parce que ça va amener ce qu'on appelle du cashless society. C'est tout ce qui est paiement marchand, et ainsi de suite, sans contact. Donc le transfert d'argent, c'est une des technologies actuellement qu'on est en train d'utiliser dans le monde, surtout avec la diaspora, vous l'avez dit.
Mais il faut voir que cette coupure-là, ce déclic qui fait des retombées vraiment au niveau international, c'est causé par deux choses. Déjà, dans la diaspora, il n'y a plus de travail parce qu'il y a la récession dans beaucoup de pays européens, mais aussi les points de dénouement en Afrique exactement ne reçoivent plus ou bien même ne sont plus ouverts. C'est-à-dire que quand tu envoies quelqu'un qui doit recevoir ça dans une banque alors que la banque n'est pas ouverte, donc ça fait défaut. Alors, il se murmure dans certaines plateformes d'échange qu'il y a possibilité qu'un nouveau mode d'échange soit mis en place. Autrement dit, quelqu'un qui est en Italie, au lieu d'envoyer de l'argent, il peut envoyer justement des éléments de substitution, je veux dire des rations alimentaires. C'est vraiment l'avènement de ce qu'on appelle du cash to goods. C'est-à-dire que quelqu'un qui envoie de l'argent, il l'envoie pour que son proche puisse faire quelque chose pour lui. Oui, donc s'il peut le faire depuis l'Italie, donc on n'a plus besoin de faire du transfert d'argent. Donc c'est pourquoi on dit que le transfert d'argent va mourir. Il y a certains spécialistes qui le disent, mais il y a aussi la naissance de cash to goods, il y a aussi la naissance aussi du paiement marchand. Ça signifie quoi en termes plus intelligibles? Par exemple, je donne juste un exemple très concret. Aujourd'hui, je veux acheter, par exemple, la ration alimentaire de ma famille et je suis en Italie. Donc, je peux juste aller sur une plateforme de e-commerce, faire mes achats, remplir mon panier et en un seul clic, mon papa, il reçoit juste un SMS avec un code. Il va, par exemple, dans une grande surface, leur présenter ce code-là et il reçoit de la nourriture, mais pas de l'argent. Oui, ça c'est intéressant parce qu'on peut maintenant étendre ce processus au niveau justement des marchés de base. Mettons par exemple la pomme de terre dans la zone de Richard Toll ou bien du Poutou. Mettons de la tomate dans le Fouta, mettons peut-être des arachides ou des cacahuètes dans le centre du pays. Si par exemple les Sénégalais sont assez bien organisés et ils peuvent répondre et être très prompts sur les commandes venant justement de la diaspora, très rapidement ces différents réseaux peuvent se mettre en place et permettre aux familles de disposer justement de ce dont elles n'ont pas. Je crois que le processus est en train de se faire actuellement, naturellement, parce qu'il y a la Covid. Il y a actuellement le besoin de ne pas être en contact avec les gens. Donc du coup, comme il y a la fintech qui est la technologie financière, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'agritech par exemple, qui est la technologie de l'agriculture, qui est souvent mélangée à la fintech pour ce même processus-là. Donc c'est pourquoi même actuellement on fait vraiment toute une bataille pour que par exemple ce qu'on appelle les technologies features, c'est-à-dire les technologies de base, pour que quelqu'un qui n'a même pas un Android, mais qui a juste un 3310 puisse avoir les mêmes fonctionnalités que celui qui a par exemple Android. Donc avec des technologies comme l'USSD, ainsi de suite, mais pas de la connectivité. Donc c'est ça. Selon vous et dans votre explication, point de panique, on ne doit pas paniquer par rapport à cette rupture ou cette pénurie justement d'envoi vers les familles, parce qu'il y a des solutions alternatives. Effectivement, quand on regarde par exemple le dernier rapport de la Banque mondiale qui dit qu'il y aura, par exemple avec cette Covid-là, il y aura moins de 20% des transferts internationaux. Oui, c'est beaucoup. Mais en contrepartie aussi, ce sont des leçons pour les fintech de pouvoir imaginer d'autres technologies pour pouvoir acheminer ces gigantesques capitaux-là de la diaspora vers les familles ici en Afrique. Alors, certains acteurs pointent du doigt le coût élevé justement des transferts monétaires. Effectivement, c'est vraiment un problème. C'est une problématique actuellement en Afrique, mais partout dans le monde. Actuellement, quand on prend le Sénégal, c'est aux environs de 6% du montant qu'on envoie. Et c'est vraiment exorbitant. C'est pourquoi souvent la diaspora sénégalaise préfère même faire des transactions de façon informelle, parce que c'est souvent 1 à 2%. Donc il y a aussi la question des devises qui entre en jeu. Et il faut savoir aussi que parfois aussi c'est normal, parce que les fintechs, c'est-à-dire ceux qui utilisent la finance digitale, ont ce souci-là de pouvoir rentabiliser leur technologie. Justement, est-ce que ce n'est pas cette sorte de déperdition, entre guillemets, qui fait que certains doutent de l'impact réel du transfert d'argent sur la croissance, par exemple, économique? Bon, la croissance est toujours là. Quand on dit par exemple que plus de 10% du PIB vient de la diaspora, et ça va toujours augmenter, parce qu'il y a ce besoin-là de la diaspora de pouvoir investir déjà.
quelque chose qui n'existait pas parce que la diaspora n'investissait pas. Tout le transfert, c'était pour acheter, par exemple, des biens immobiliers, c'était pour la nourriture, l'alimentation, et ainsi de suite. Maintenant, il y a des plateformes, par exemple, actuellement, je parlais de l'agritech, qui font investir la diaspora à l'agriculture. Donc, il y a le crowdfunding actuellement qui est là, la finance participative. Donc, tous ces mécanismes-là sont là actuellement pour récupérer ces gigantesques capitaux dont je pense que vous êtes en phase avec justement un rapport de la Banque mondiale qui, compte tenu justement de ce renchérissement des coûts, préconise l'ouverture de nouvelles négociations justement avec les institutions, les banques, les compagnies d'assurance et autres. Et seconde solution aussi que préconise la Banque mondiale, c'est d'ouvrir justement le réseau à de nouveaux acteurs. Vous parlez d'agritech, vous parlez justement sans doute d'autres acteurs qui pointent un peu le nez et qui veulent aussi participer. Et tout ceci, justement, ça peut faire baisser maintenant les taux qui sont préconisés. Effectivement, et ce qui va baisser aussi parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui vont venir. Oui. Il y a par exemple, je donnais l'exemple de il y a 2 jours, je donnais l'exemple de Facebook, par exemple, qui va venir avec de nouvelles technologies, avec sa nouvelle monnaie et qui va bouleverser le marché. Il y a aussi, par exemple, la blockchain avec les bitcoins, ainsi de suite, et tout ce qui est crypto-monnaie qui va changer, qui va chambouler parce que c'est moins de frais de transfert, ainsi de suite. Donc, je crois que le marché est là et d'ici 3 ans, 5 ans, vous allez voir que vraiment, on va pouvoir même transférer de l'argent avec 0 franc de frais. Alors, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu est-ce que vous pouvez nous faire un scénario de ce futur si proche, mais si enchantant? Ce futur si proche, c'est vraiment le paiement marchand. Mais aussi, c'est le crédit digital qui va venir. Aujourd'hui, effectivement, sous peu, vous allez pouvoir, vous êtes chez vous, un dimanche, vous avez besoin de 5 000 francs, vous faites quelque chose dièse et on vous donne de l'argent qui va qui va vous dépanner, comme on le fait avec le crédit téléphonique. Et ça, c'est vraiment du cash. Et ça va beaucoup chambouler les... Quand vous dites qui va vous donner l'argent? C'est les banques, c'est toujours les institutions financières qui donnent les banques. Donc il y a toujours... Il y a une traçabilité. Effectivement, c'est ça. Mais le sujet est très intéressant, malheureusement le temps était court. Je pense qu'on aura d'autres moyens de développer justement ces sujets-là. Il n'y a pas de souci. Monsieur Dème, merci beaucoup. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Le temps n'est jamais suffisant pour un sujet intéressant. Effectivement. Merci Mamoudou Ndiaye, merci Daouda Dème. Merci. Les Mandjak, l'ethnie des Braves est à l'honneur, une ethnie très riche en culture. C'est ce que vous allez découvrir. Elle a la réputation d'être très travailleuse, cette ethnie. Boubacar Dien, Seleman Diallo, reportage. Ils sont souvent appelés Ndiago. Les Mandjak viennent de la Guinée-Bissau, pays voisin. La religion de base chez l'ethnie Mandjak est l'animisme. Nous étions tous des animistes, mais c'est à l'arrivée maintenant des religions occidentales et des religions musulmanes que chacun ou chacune a choisi sa religion selon sa conviction. Mais en Afrique, ce que tu trouves chez l'autre, c'est ce que tu vas trouver chez l'autre. C'est l'animisme. Jusqu'à présent, l'animisme aussi, ça règne. Parce que tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'est pas musulman. Donc, mais peut-être le nombre aussi augmente. S'il y a une chose que les Mandjak détestent, c'est la paresse. Ainsi, le courage et la bravoure font partie des critères d'éligibilité pour prétendre épouser une Mandjak. Le choix de l'homme ou de la femme est fait par les parents. Dans le quartier, il y a l'amitié entre les parents. Et chacun dit à l'autre, si j'ai un garçon ou bien si j'ai une fille, nos enfants pourront se marier. Ou, une autre manière de faire, un jeune garçon qui est né dans le quartier, qui accepte de rendre service aux anciens, le monsieur peut lui promettre une promise. Si ma femme a une fille, tu seras son mari. Troisièmement, que ce soit aussi un garçon qui est brave, courageux, et non pas un paresseux.
Dans le monde Mandjakou, à l'époque, si tu es paresseux, tu n'auras jamais une femme. Chez beaucoup d'ethnies au Sénégal, le baptême est célébré le 8e jour de la naissance du bébé. Chez les Mandjak, le baptême est célébré à 3. Seuls le papa, la maman et la tante sont présents. La célébration se fait aussi de façon particulière. La maman se lève tôt le matin. Elle prépare du riz blanc dans une petite marmite. Elle prépare de l'huile de palme ou bien et du lait. Dès que la tante arrive, la sœur de son mari, la sœur de son mari arrive, elle met le petit repas dans une petite calebasse. Elle sort ça au seuil de la maison. On fait coucher l'enfant. Le papa amène 1 litre de vin de palme. Donc, la tante prie les ancêtres pour la protection du nouveau-né. La perte d'un être cher est souvent pénible. Chez les Mandjak, quand une personne du 3e âge rend l'âme, c'est la fête. Selon eux, c'est juste un retour au bercail. Il y a des morts, ils meurent le matin, on l'enterre midi ou 13h, surtout les nouveau-nés. À partir de 10 ans, il ne fait pas 2 jours. Le même jour, s'il meurt le matin, le soir au crépuscule, il est remis entre les mains de Dieu. Un vieux, 3e âge. Celui-là, on ne parle pas de la mort, mais on parle du retour. C'est la fête. C'est la fête, il faut attendre. 1er jour, 2e jour. Tu comprends? Donc, que les gens arrivent, les classes d'âge arrivent, des enfants, ils arrivent et c'est la noce. Donc, c'est une grande fête. L'ethnie Mandjak comprend une quinzaine de dialectes, des dialectes qui se comprennent. La seule différence se situe au niveau de la danse. Boubacar Dieng qui entre dans ce studio en dansant. Vous avez bien appris la danse des Mandjak. Oui. Et si j'ai envie de vous dire bonsoir à Mandjak? Bonsoir, c'est Botikela. Botikela. Oui, et je vais répondre Boulang. Boulang. Oui. Botikela. Oui. Alors, Boubacar Dieng, que peut-on retenir davantage des Mandjak? Oui, nous pouvons retenir, comme vous l'avez dit dans l'entame, donc c'est une ethnie très brave. Donc le courage donc, est érigé en règle chez les Mandjak. Et pour parvenir à une fin, donc, il faut être courageux chez les Mandjak. Comme pour avoir une épouse Mandjak, il faut être très courageux, sinon vous ne l'aurez pas. Parce que les parents se soucient de l'avenir de leur fille. Si vous êtes un paresseux, pardon du terme, donc là vous n'aurez pas de femme Mandjak. Maintenant, il faut être courageux, brave, travailler durement et gagner votre vie à la sueur de votre front pour pouvoir prétendre à une fille Mandjak. Et ça, je pense que c'est ce qui continue jusqu'à présent. Courageux, tu es le lion. Tu es prêt? Je suis prêt à le faire. Pour une Mandjak. Bien sûr. Bravo. Mais alors, il y a quand même quelque chose de très connu, le fameux tissu Mandjak. Oui, le tissu Mandjak ou bien pagne tissé Mandjak ou bien Serou Ndiago, donc communément appelé comme ça au Sénégal. Serou Ndiago, c'est un pagne tissé, donc c'est une tradition qui occupe un rang très important dans la culture Mandjak, de même que dans les autres cultures, parce que c'est à peu près utilisé par toute la population sénégalaise. Quand dès la naissance, donc on couvre le bébé avec ce tissu-là, ce pagne-là. Donc quand il y a aussi mariage, donc l'épouse, on la couvre avec ce pagne-là aussi. Ouais. Quand il y a aussi un décès, le mort, donc on le couvre aussi avec ce pagne-là. Donc ce pagne vous accompagne du berceau à la tombe. C'est devenu quelque chose qui est très important dans la culture Mandjak, mais aussi dans la culture sénégalaise. Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, tout le monde a adopté ce Serou Ndiago. Oui, tout le monde l'a adopté, même dans la couture, de même que dans les meubles. Donc on utilise ces tissus-là. Dans la couture, il y a des gens qui l'utilisent pour étoffer d'autres habits, pour les embellir, de même que pour les meubles, on les utilise pour la décoration et autres. C'est presque l'appropriation que les gens ont faite du tissu Mandjak ou bien le Serou Ndiago. Tu es célibataire? Oui. Bon.
T'as promis une mandiaque ce soir. Merci Boubacar Dieng. Et si nous parlons des ethnies sénégalaises, c'est bien pour unir le commun vouloir de vie commune et non pour diviser. Donc pour la seconde partie du magazine La Totale, comme au début, nous ouvrons avec les inondations, actualité oblige. Nous sommes en ligne avec l'expert en développement Cheikh Gueye. Il est le chargé de la stratégie de prospective à ENDA. Bonsoir Cheikh Gueye. Bonsoir Mamoudou. Cheikh Gueye, vous avez beaucoup travaillé sur le sujet des inondations. Aujourd'hui, ce qui fait débat, c'est que avec les fortes pluies d'hier, beaucoup d'endroits du pays sont inondés. 750 milliards étaient prévus pour le plan décennal. Vous avez travaillé sur le sujet, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut confirmer que tout cet argent a été mobilisé dans le cadre de la lutte contre les inondations? Je pense qu'il y a une confusion d'abord à lever, c'est que en mobilisant 750 milliards, ou en tout cas en l'annonçant, il n'était pas évident que l'État atteindrait cette somme sur les 10 ans. C'était d'abord une annonce. Ensuite, dans le cadre du plan d'urgence, l'État avait réussi à mobiliser d'abord 66 milliards et à la dépenser pour des grandes infrastructures, notamment autour de l'hôpital Maguilène Senghor, autour de la foire, dans certains projets au niveau de la banlieue, en continuité de la politique qu'avait mise en place le président Abdoulaye Wade avec son fameux MRASI, le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones inondées et le plan Djahaï, etc. En dehors de ce plan d'urgence, l'État a pu par la suite mobiliser à peu près 120 milliards avec les différents bailleurs autour d'une table ronde qu'il a complété au fur et à mesure aussi avec à chaque fois entre 10 et 20 milliards depuis lors. Donc cet argent-là n'a pas été totalement consacré disons, à réduire les inondations ici et maintenant. C'était de l'argent qui devait aussi servir à mettre en place un plan national d'aménagement du territoire, à mettre en place des études, à mettre en place d'autres mécanismes qui pouvaient permettre à moyen et long terme de réduire les inondations. C'était cela l'objectif. Oui, et après, on est arrivé à quand même 750 milliards? Je ne pense pas que l'État ait dépensé 750 milliards. Je pense que les évaluations le permettront. Mais déjà, le fait même que le président de la République n'ait pas de visibilité à travers un mécanisme de suivi de la dépense de cet argent, que le ministère ou le ministre lui-même que vous avez interrogé en début d'émission ne puisse pas l'affirmer, montre qu'il y a un défaut de mobilisation depuis quelques années autour de cette question des inondations. Et malheureusement, c'est une politique un peu spectacle, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des grandes inondations, on fait des annonces, et après, quand il y a des pluies qui se normalisent, quand il n'y a pas de pluie décennale ou centennale, on n'en parle pas beaucoup, alors que ça doit être disons, les inondations doivent être un thème transversal aux différents ministères et un domaine dans lequel la mobilisation doit être permanente et anticipatrice. Justement, quelles sont les solutions structurelles qui pourraient être envisagées? Bon, pour moi, il faut revenir toujours à cette logique d'anticipation, notamment à travers les plans directeurs d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui doivent permettre vraiment de mettre les inondations comme une priorité, notamment en mettant en place un plan directeur de drainage des eaux pluviales, qui est un outil de planification des interventions spatio-temporelles, mais également la poursuite, disons, de la construction de réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Beaucoup d'efforts ont été faits de ce point de vue-là dans Dakar et dans sa périphérie. L'appui
à l'intégration de la dimension risque d'inondation dans aussi toutes les politiques qui sont mises en place par l'État, le développement de systèmes d'information géographique et de modèles numériques de terrain qui peuvent permettre d'avoir une cartographie très précise des lieux susceptibles d'être inondés et les bassins versants qui peuvent permettre de faciliter les aménagements pour éviter que l'eau stagne. Et également, quelque chose qu'on oublie souvent, comme pour le Covid, l'engagement des communautés dans la réduction des risques d'inondation. Il faut que les communautés en fassent leur propre problème, puisque l'État ne peut pas aussi tout faire. Mais plus globalement, je pense en tout cas que un plan directeur d'urbanisme qui est respecté, qui évite que les gens s'installent dans des zones non édificantes, ou en tout cas inondables, c'est ça la priorité dans Dakar, et aujourd'hui encore plus dans la périphérie de Dakar, puisque nous sommes en train d'avoir une grande métropole qui est en train de naître entre Dakar, Thiès et Mbour. C'est dans cette zone qu'il faut anticiper les prochaines inondations. Merci, cher Gueye. Vous êtes expert en développement et vous coordonnez le travail au niveau d'ENDA relativement à la prospective. Merci et bonsoir chez vous. Ailleurs nous mène en Guinée. Dans ce pays, le débat sur le troisième mandat fait rage. Eh bien, c'est parce que le président Alpha Condé a décidé de se présenter pour briguer une troisième mandature. Le fossé se creuse donc davantage entre l'opposition et le pouvoir. Et notre correspondant à Conakry s'est rendu auprès d'universitaires et d'hommes politiques qui s'interrogent tous sur le fond du problème guinéen. Suivez son reportage. En Guinée, comme si de rien n'était, nombre de Guinéens continuent de vaquer tranquillement à leur occupation et pourtant, cette atmosphère paisible cache bien un sérieux problème, une actualité qui divise. Il s'agit en effet de la récente candidature annoncée du président Alpha Condé, une décision jugée illégale par certains leaders politiques, parmi lesquels Baouri, un des doyens de la classe politique guinéenne. Vous savez, la candidature de M. Alpha Condé pour un troisième mandat est un secret de polichinelle. Pratiquement tout ce qui a été fait durant ces 2 dernières années, c'est de permettre, de faire en sorte que sa candidature puisse être possible. Et cela au détriment des fondamentaux de l'état de droit en Guinée. D'abord, il a fallu violer des dispositions d'intangibilité de la Constitution qui a été acquise au prix du sang de beaucoup de nos compatriotes. En clair, certains points de la Constitution n'auraient dû faire l'objet d'aucune retouche. Aujourd'hui, on le sait, c'est peut-être bien déjà trop tard, une réalité qui risque, d'après cet universitaire, auteur d'un livre sur la situation politique en Guinée, de renforcer le malentendu déjà existant. Dès lors qu'il a décidé de faire une violence, donc la violence, comment est-ce que je l'appelle, de faire une violence donc institutionnelle en changeant les règles des lois, c'est naturel qu'il y ait une contestation et il a réprimé aussi. On est donc dans un cycle vicieux de violence, celle institutionnelle, celle de contestation et celle de répression. Donc c'est naturel qu'en allant à ces élections, les entités qui partent savent déjà que les résultats sont préétablis. Au-delà des partis politiques opposés à la candidature du président guinéen pour un troisième mandat, c'est tout un mouvement, le Front National pour la défense de la Constitution, qui mène la lutte contre le pouvoir. Seul problème, ces partis regroupés au sein du FNDC ne semblent plus vraiment nourrir les mêmes ambitions. C'est une question de cohérence parce qu'elle a toujours dit qu'elle ne reconnaissait pas la Constitution et qui permet aujourd'hui à Alpha Condé de se présenter à un autre mandat, qu'elle ne reconnaissait pas aussi l'Assemblée. Est-ce que le fait que certaines entités au sein du FNDC manifestent aujourd'hui le désir d'aller aux élections, est-ce que ça ne joue pas sur la cohérence d'ensemble de la lutte entamée par le FNDC? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Les conséquences de cette candidature annoncée du président Alpha Condé sont déjà, d'après Baouri, membre fondateur de l'UFDG, perceptibles.
l'isolement de ce point de vue diplomatique vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de la France, vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de tous les pays qui, d'une manière ou d'une autre, veulent faire progresser les fondamentaux du droit. Ça, c'est par rapport aux aspects purement diplomatiques, politiques. Maintenant, sur le plan économique, vous avez cette malgouvernance qui va s'amplifier parce que une candidature, disons, de cette manière, c'est une manière de valider et de consolider les dynamiques prédatrices qui consistent à acheter les consciences. Et de ce point de vue, vous allez voir une inflation qui va de plus en plus en grandissant. Au plus tard, le 9 septembre, date de clôture des dépôts de candidatures, les noms des principaux leaders politiques qui souhaitent prendre part à l'élection présidentielle seront enfin connus. Tranche de vie, difficile d'échapper à Akon cette semaine. Le nom du rappeur sénégalo-américain est sur toutes les lèvres. Son projet de ville futuriste, Akon City, à Mbodiène, laisse personne indifférent. Alioune Badara Thiam, pour parler de lui, s'est imposé dans le milieu hip-hop américain depuis de longues années. Saint-Louisien du Missouri aux États-Unis, Akon est aujourd'hui âgé de 47 ans. Tranche de vie signée Adama Sarr. Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, est chanteur et producteur de R&B américano-sénégalais. Son premier a gagné une nomination, le label Convict Music. Il est le premier artiste en solo à avoir été classé simultanément numéro 1 et 2 du Billboard Hot 100. Le nom de scène est Portrait dans l'univers des animaux. En cette période de pluie, il n'est pas inhabituel d'entendre le cri ou plutôt le croassement des amphibiens. Il s'agit bien entendu des grenouilles, un animal réputé pour pouvoir prédire la météo selon certaines croyances en tout cas. La grenouille racontée par Moustapha Gabar Diop. C'est un petit animal sauteur et nageur de la famille des batraciens. Elle a un corps trapu avec de longues pattes postérieures et pas de queue. Il existe près de 4000 espèces différentes de grenouilles à travers le monde. Souvent de couleur verte, elles peuvent aussi être bleues, jaunes ou oranges. La grenouille vit dans des lieux humides et les eaux douces comme les mares et les étangs. Cet amphibien est un animal vertébré pouvant vivre aussi bien dans l'eau que dans l'air. Elles ont besoin d'eau pour que leur peau ne se dessèche pas, mais elles vont quand même sur la terre ferme, soit pour trouver un habitat, une compagne ou pour se nourrir. Son menu alimentaire est principalement composé d'insectes, mais selon leur taille, certaines grenouilles peuvent manger autre chose. Les grenouilles aquatiques peuvent manger d'autres grenouilles, des têtards ou encore des petits poissons. Par contre, les grosses grenouilles mangent plutôt de jeunes couleuvres d'eau ou des souris. Son cri, le coassement, est souvent utilisé pour attirer les femelles. Suite à leur reproduction, elles pondent de très nombreux œufs dans les eaux. Ils deviendront des têtards un peu difformes sans pattes, mais avec une queue. Durant les 3 à 4 mois de croissance, les faisant passer du stade de têtard à celui de grenouille, des pattes vont se développer et la queue se résorber. Si la grenouille ne rencontre pas les roues d'une voiture ou des prédateurs, elle peut vivre jusqu'à 5 ans. Bonsoir Moustapha Gabar Diop. D'où vient cette légende selon laquelle les grenouilles peuvent prédire la météo? Les grenouilles ont une peau assez sensible à l'humidité, donc au 19e siècle, les zoologistes pensaient que ça pouvait lui permettre de prédire la météo. Donc elles étaient enfermées dans des bocaux en verre avec une échelle, et leur coassement était censé prédire la pluie, et quand elles montaient sur l'échelle, ça montrait que le temps allait être sec. Et c'est aussi à l'origine de dictons, c'est entré dans l'imaginaire populaire, avec des dictons comme la grenouille qui coasse le jour, pluie avant 3 jours, ou encore grenouille coasse, si la grenouille coasse, le temps se déboîte. Donc c'est ça qui a engendré cette légende, si on peut dire, mais c'est pas vérifié qu'elle prédise la météo. Sûrement à l'époque il n'y avait pas de météo. Il y avait encore des baromètres. On la connaît aujourd'hui. Très bien. La grenouille est considérée comme un mets dans
plusieurs pays, on met en plat, n'est-ce pas? Mais où trouve-t-on les plus grosses grenouilles dans le monde? Les plus grosses grenouilles viennent du Cameroun. C'est la grenouille Conoroa Goliath qui peut aller jusqu'à 3 kg et mesurer 30 cm si on ne compte pas les pattes arrière. 3 kg. 3 kg, oui. Énorme. Énorme. Et c'est les cuisses qui sont consommées principalement par les Français, mais aussi par les Allemands, au Burkina, en Guinée et aussi en Amérique. Donc c'est un mets très recherché. Cuisse de grenouille. Bon appétit, Moustapha, si vous êtes à table aussi. Notre diplomate est là, même s'il est venu très tard aujourd'hui. Jean Bonnet-Kouadio, vice-président du FPI ivoirien et porte-parole de Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI à l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Kouadio. Bonsoir, monsieur. Vous vous trouvez présentement à Paris, la capitale française. D'abord, pourquoi Affi-N'Guessan, votre candidat, et pas Laurent Gbagbo? Vous savez, monsieur le président Laurent Gbagbo est actuellement en procès à la CPI. Il a été acquitté, la procureure a fait appel, donc il est toujours dans la procédure judiciaire, d'une part, et d'autre part, alors que nous pensions tous que le président Gbagbo pourrait rentrer en Côte d'Ivoire après avoir été acquitté, malheureusement, le régime d'Abidjan n'a pas souhaité, lui, délivrer un passeport pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et pire, ils l'ont rayé de la liste électorale. Voilà, donc, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, il n'est pas sur la liste électorale. Bon. Et donc, il fallait que le parti ait un candidat, parce que nous pensons que le parti a un rôle important à jouer pour la paix et la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Et donc, les militants ont porté leur choix sur le président Affi-N'Guessan. Alors, un candidat par défaut, finalement, est-ce qu'on peut le dire? Oh, on ne peut pas dire, pas par défaut. C'est un candidat qui a déjà été candidat en 2015, donc qui a une longue expérience, qui est député de la nation, qui est président d'un conseil régional, qui a été premier ministre, et donc c'est un candidat de poids. C'est un candidat de poids, mais nous pensons que le président Gbagbo aurait été notre meilleure chance de gagner au premier tour. Et est-ce que là, Laurent Gbagbo, vous vous rendez à l'évidence que là, il ne pourra plus? Mais on va continuer à se battre avec les voies légales, mais il faut reconnaître que l'ayant volontairement, délibérément sorti de la liste électorale, le Conseil constitutionnel doit publier la liste donc des candidatures retenues donc le 15 ou le 16 septembre de ce mois. C'est vrai que ça va être difficile. Et quelles sont les chances d'Affi-N'Guessan maintenant qu'il est votre candidat, vous, du FPI? Or, nous pensons qu'il a toutes ses chances. Il a toutes ses chances parce que aujourd'hui, le parti au pouvoir est en lambeaux. Ce qui faisait sa force hier, c'était d'abord au niveau interne l'alliance qu'il a pu tisser avec le PDCI, avec l'UDPCI, avec un certain nombre de partis politiques qui ont permis de faire donc l'alliance RHDP. Aujourd'hui, c'est un parti isolé sur la scène nationale, puisque Henri Konan Bédié a quitté le RHDP, Soro Guillaume a quitté le RHDP, Mabry Touakeus a quitté le RHDP, le vice-président de la République a quitté le RHDP, le directeur de cabinet historique du président Ouattara, Amontano Marcel, a quitté le RHDP. Donc aujourd'hui, le RHDP est une coquille vide sur le plan national. Et à l'international, le parti au pouvoir n'a plus ses soutiens d'antan. Donc aujourd'hui, c'est un parti qui est vraiment isolé et donc qui est à la portée des grands partis de l'opposition. Et en même temps, Laurent Gbagbo n'est pas candidat, Guillaume Soro risque de ne pas l'être non plus. On peut les qualifier de gros calibre, non? Oui, ben bien sûr, bien sûr. Mais ils apporteront donc leur voix à un des candidats de l'opposition. Et je pense qu'ils donneront des consignes de vote. Vous pensez qu'ils vont soutenir votre candidat, Pascal Affi-N'Guessan? Nous l'espérons parce que en ce qui concerne le président Gbagbo, le Front populaire ivoirien, il est le fondateur de ce parti politique.
Il s'est toujours battu pour ce parti politique, donc il n'y a pas logiquement de raison pour qu'il appelle à voter un autre candidat d'un autre parti alors que son parti est en course. Oui, pour Laurent Gbagbo, cela semble évident, mais pour Guillaume Soro, quand même, il y a un contentieux qui est là, contentieux historique avec votre parti. Oui, en fait, M. Guillaume Soro a fait amende honorable. Il s'est repenti, il a fait acte de repentance. Pour il dire regrette été... tout ce qui vous avait opposé, il le regrette aujourd'hui, et même d'avoir fait partir Laurent Gbagbo. Absolument. Il a fait acte de contrition, acte de repentance. Il a demandé pardon aux Ivoiriens, il a demandé pardon à la nation ivoirienne. Donc on peut dire que il s'est racheté, puisqu'aujourd'hui c'est un des farouches adversaires donc du régime en place. Alors parlons de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Il dit les compteurs sont remis à zéro, pour expliquer, justifier aujourd'hui sa candidature. Vous en pensez quoi? Nous en pensons que c'est un problème d'abord d'éthique avant d'être un problème juridique. Monsieur Ouattara, au cours de la campagne pour cette constitution, a clamé Urbi et Orbit que cette constitution ne lui permettrait pas de faire un autre mandat supplémentaire. Les rédacteurs de cette constitution, y compris le ministre actuel de la Justice, qui est passé devant le Parlement ivoirien pour la main sur le cœur, dire que cette constitution ne permettait pas au chef de l'État de faire un mandat supplémentaire. Alors, quand le chef d'État lui-même s'y est engagé, que les rédacteurs de cette constitution eux-mêmes ont dit que c'était pas possible, cette constitution ne leur permettait pas d'offrir un nouveau mandat au chef de l'État, ou qu'aujourd'hui il prend prétexte de ce que Amadou Gon Coulibaly est décédé pour se remettre en selle, nous pensons que sa parole n'a plus de valeur. Voilà, parce qu'un homme politique pèse d'abord parce que représente sa parole. Aujourd'hui, cette parole est complètement effritée. Maintenant, d'un strict point de vue juridique, l'esprit de la Constitution de 2000, c'était que nul ne puisse faire deux mandats. Celle de la Constitution de 2016 est restée dans la même logique. Nul ne peut faire plus de deux mandats. Donc, il n'y a pas, d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, d'un point de vue juridique, rien ne permet à M. Ouattara de faire un mandat supplémentaire. Oui, alors il y a deux scénarios ou scénarii. Oui. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle ivoirienne a reçu les différentes candidatures, en tout cas les dossiers de candidature. Soit sa candidature, lui, Alassane Dramane Ouattara, est rejetée, vous applaudiriez sûrement, mais elle pourrait être acceptée. Imaginons le second scénario. Et si elle était acceptée, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, écoutez, de toute façon, le scénario le plus logique, c'est qu'elle soit rejetée, cette candidature. Ah oui, vous vous attendez au rejet de sa candidature? Oui, le Conseil constitutionnel a déjà rendu une décision l'année dernière. Et ce même Conseil constitutionnel avait donc, en interprétation de l'article 183 de la Constitution, qui dit que les dispositions de la Constitution de 2000, qui ne sont pas contraires à celles de 2016, s'appliquent. Et donc, l'âge limite, le mandat limite de 2 mandats en 2000 est le même qu'en 2016. Donc, il n'y a pas de raison, on ne voit pas quelle raison juridique le Conseil constitutionnel pourrait donc soulever pour faire un revirement de jurisprudence. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une autre décision que le rejet de cette candidature. Jean Bonnet Kouadio, je rappelle que vous êtes le porte-parole du candidat du FPI ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, candidature annoncée pour la présidentielle dans votre pays en octobre. Est-ce que vous avez des assurances à donner aujourd'hui au niveau du FPI qui a été au pouvoir quant au risque, même crainte, de troubles pré- et post-électoraux en Côte d'Ivoire? Mais on ne peut pas donner d'assurance. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tous les ingrédients sont repartis, sont mis ensemble. Déjà, il y a déjà eu des scènes de violence et plusieurs morts. Déjà. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a une trentaine de morts, des dégâts qui se chiffrent en milliards et plusieurs arrestations.
Donc, tous les ingrédients sont venus en place pour qu'on revive malheureusement le même scénario que 2010-2011, malheureusement. Votre parti ne fera rien pour l'empêcher? Mais écoutez, nous sommes toujours inscrits dans une dynamique légale, une dynamique républicaine. Donc, nous utiliserons tous les moyens légaux, y compris les manifestations, puisque c'est un droit constitutionnel pour donc faire entendre au président Ouattara et à son régime qu'ils n'ont pas le droit de brigander ce processus électoral. Alors, il y a cet accord entre votre parti, le FPI, et celui de l'ancien président Henri Konan Bédié, qui est lui-même candidat. C'est le soutien de l'un ou l'autre de vos deux candidats en cas de second tour. Il tient toujours cet accord? Il est officiel? Non, il n'y a pas d'accord formel. Il n'y a pas d'accord formel entre le PDCI et le FPI. Bien entendu, si l'un ou l'autre des partis devrait être au deuxième tour, nous nous asseyerons pour discuter donc dans l'intérêt commun des deux partis, des deux formations politiques. Ce seraient deux éléphants qui se rencontrent, non? Mais écoutez, dans tous les cas, nous partons dans la logique de gagner au premier tour. Nous partons dans une logique de gagner au premier tour. Maintenant, si nous ne gagnons pas au deuxième tour, on avisera. Mais pour le moment, nous restons concentrés sur une victoire au premier tour. Très bien. Alors, Jean Bonnet Kouadio, vous êtes à Paris, en France. Pourquoi? Un exil ou un choix volontaire? Non, pas du tout. Vous savez que nous avons une forte communauté ivoirienne qui réside en France et qui donne de la voix chaque week-end pour dénoncer la forfaiture du régime en place. Et donc, il était bon que je vienne également rencontrer donc nos responsables ici à Paris, échanger avec eux et voir comment ensemble nous coordonnons donc la lutte contre le régime de M. Ouattara. Jean Bonnet Kouadio, merci. Vous êtes le porte-parole du candidat du FPI ivoirien Pascal Affi-N'Guessan, qui est candidat à la présidentielle prévue en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Nous aurons l'occasion d'entendre d'autres acteurs politiques ivoiriens, mais aussi de la classe de la société civile dans votre magazine La Totale Dimanche, à présent terminé. À la réalisation, Oumar Khan pour le compte de la rédaction au plan technique. Notre réalisateur s'appelle Masmoup. Merci à toute l'équipe technique qui l'accompagne. Demain, 6h30, Toc Toc Sénégal, Boubacar Diallo qui passera le témoin avec Aïssata Ndiaye qui vous tiendra compagnie déjà à 5h45 sur votre radiovision e-radio, la première radiovision du Sénégal et d'Afrique de l'Ouest. Retenez pour vos rendez-vous de ce soir à 21h Khalifa Diakhaté pour une édition spéciale consacrée aux inondations. À 22h, Malik Tchandoum et sa jeune équipe vous présenteront Omnisport. Bonsoir, je vous souhaite de passer une excellente semaine à dimanche prochain.